La géoarchéologie, bon, on commence à avoir des mentions des années 60-70, mais pour le territoire français, les études commencent sérieusement à se développer à partir des années 80 dans le cadre de l'archéologie de sauvetage, avant que se mette en place l'archéologie préventive. Et là, ça a été un peu pour nous le grand boom. En tant que géologue, mon objet d'étude, ça va être le sédiment et donc les minéraux qui vont composer les différentes couches. Contrairement à ses collègues archéologues, le géomorphologue, lui, avec son bagage des sciences de la Terre, il va pouvoir raconter l'histoire d'un site et donc apporter un nouveau point de vue à partir de la stratigraphie, c'est-à-dire à partir des archives sédimentaires. C'est une discipline qui se situe à la croisée entre les sciences de la Terre d'un côté et les sciences humaines et sociales de l'autre. Pour les sciences de la Terre, du coup, on va avoir plusieurs disciplines qui vont pouvoir y rentrer. On a les géographes, qui eux sont formés à la fac des sciences sociales. On va avoir les géologues, comme moi, et on va avoir des gens qui viennent plutôt de l'agronomie et qui, eux, leur spécialité, ça va être l'étude des sols, à l'échelle micromorphologique plutôt. La problématique principale qui nous guide, c'est les questions de coévolution entre les sociétés humaines passées et leur environnement. L'évolution des paysages en lien avec les sociétés qui vont occuper ces paysages, qui vont les exploiter, qui vont aussi les subir. La réflexion, elle va donc se situer sur un temps long. On va travailler avec différents spécialistes, les carpologues qui vont travailler sur les graines, les palynologues qui vont travailler sur les pollens. On va aussi travailler avec des gens qui vont être spécialistes des mollusques, qui vont nous permettre de pouvoir retracer l'évolution du paysage végétal, mais dans un espace très restreint. On ne va pas trouver les mêmes mollusques dans des vignes, dans un fossé, en prairie, sous couvert forestier. L'idée, c'est de pouvoir resituer son site dans son contexte environnemental afin de comprendre pourquoi il s'installe ici, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir exploiter, explorer dans le paysage, et peut-être aussi se poser la question de pourquoi le site périclite. Notre regard est aussi intéressant quand on a du bâti préservé. Dans ce cas-là, nous, par exemple, on va pouvoir travailler sur la nature des matériaux qui vont être mobilisés, quel type de pierre, est-ce que c'est des roches sédimentaires, métamorphiques, volcaniques, et travailler du coup sur les provenances, et donc les carrières potentielles, au moins définir des rayons d'approvisionnement. Et à partir de là, on va pouvoir discuter avec les archéologues et définir des réseaux d'approvisionnement. Contrairement aux équipes d'archéologues qui, eux, sont présents sur le site toute la durée de la fouille, moi, mon volume de temps de terrain, il se rapproche plutôt de la semaine ou des 2 semaines par site archéologique. Pour consulter les archives sédimentaires, on va avoir dans notre discipline 2 manières. Une plus destructrice que l'autre. Ce qu'on préfère, nous, c'est travailler à la pelle mécanique, parce que là, on va pouvoir avoir accès à des grandes coupes et suivre latéralement les différentes couches qu'on va pouvoir identifier et la mobilité du paysage. On va commencer par nettoyer la coupe, où là, du coup, on va passer avec des outils plus petits. On laisse de côté la pelle mécanique. On va travailler, par exemple, à la pioche ou après à la truelle. L'enregistrement, lui, se poursuit sous forme de croquis ou un dessin à l'échelle, ou encore maintenant avec l'introduction de ce qu'on appelle les nouvelles technologies en archéologie préventive, on peut profiter de techniques telles qu'aujourd'hui la photogrammétrie, qui nous permettent par une prise photo d'un même objet sous différents angles, d'obtenir notre coupe stratigraphique sur un seul et même document qui a pour intérêt d'être à l'échelle. L'autre solution, quand on n'a pas l'occasion de pouvoir ouvrir de grandes tranchées, ou alors, comme dans le cas de Narbonne, on se retrouve dans un milieu avec une nappe d'eau très haute et qui nous empêche d'avoir accès par la pelle mécanique aux archives sédimentaires, on va pouvoir utiliser le carottier. On va pouvoir prélever des colonnes sédimentaires non perturbées et les étudier en laboratoire. L'idée, c'est qu'en fonction des problématiques qui sont définies en concertation avec l'équipe de fouille et notamment le responsable d'opération, on va pouvoir orienter les stratégies de prélèvement et implanter le plus précisément possible les points de carottage qui vont nous permettre, eux, de prélever des archives sédimentaires non perturbées par tronçon de 1 mètre. Une fois qu'on a prélevé les carottes et qu'elles sont tubées, on va pouvoir les ramener en laboratoire. Et la première étape, ça va être de les ouvrir pour pouvoir étudier à l'échelle de toute la séquence qu'on a extraite. Donc on va additionner les tronçons
et réaliser une première description basée sur la sédimentologie de faciès. C'est-à-dire quels sont les minéraux, quelle forme ils ont, quelle taille ils ont. L'idée, c'est déjà cibler les processus sédimentaires à l'œuvre, et donc les modes de dépôt, et dans quel type de paysage on est. Et là, on est à une première étape de l'analyse où, du coup, on va définir le potentiel d'enregistrement paléoécologique qu'elles peuvent contenir. Et à partir de là, il va falloir élaborer une stratégie de prélèvement avec les collègues spécialistes du paléo-environnement, qui peuvent être les carpologues, et donc les graines, ou encore les palynologues, qui vont travailler sur les pollens. D'accord. On avait sondé. Le fait est que les études ne peuvent pas toujours se faire en continu, et qu'on va devoir préserver ce matériel pour éviter les pollutions contemporaines. On va empêcher le développement bactérien ou le développement d'algues si on a un peu d'eau dedans. Et pour ça, on va tout simplement congeler les carottes dans un bac à un congèle, comme on peut avoir chez tout particulier. Mon objet d'étude, pour dialoguer avec lui, il faut un peu d'expérience. Et il faut surtout prendre le temps d'observer, et des fois d'observer finement. Notamment la forme des grains, leur polissage, où là on va pouvoir discriminer un dépôt qui se fait grâce au vent, donc là on est plutôt en milieu aride, ou un dépôt qui va se faire grâce à une rivière, ou au contraire un dépôt qui va se faire plus lentement par décantation dans ce qu'on appelle des pièces d'eau, type milieu palustre ou milieu lacustre. Une couche sédimentaire se dépose à un instant T. Et la couche qui va le recouvrir va se déposer à un autre instant T. La question, c'est quelle différence de temps on a entre ces deux couches. Moins on a de temps, plus l'enregistrement peut être qualifié de haute définition ou de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un suivi de l'évolution du milieu environnant, parfois à l'année près. On peut connaître les formes prises par l'occupation du territoire. Par exemple, lorsqu'une population s'installe sur un territoire qui n'a pas encore été anthropisé, ou il y a très longtemps, elle va peut-être avoir besoin de ressources en combustible, ou peut-être avoir besoin de dégager de l'espace pour l'agriculture. Dans ce cas-là, ce qu'on va pratiquer, c'est une déforestation qui va prendre différentes formes, mais qui va se traduire de la même manière par des mouvements sédimentaires, gravitaires, le long des pentes. Un espace de stabulation, on va avoir enregistré dans les sédiments et dans les différentes couches de sol, notamment les couches de sol superficielles, des compositions chimiques qui vont traduire l'activité qui est au-dessus. Bon, pour l'exemple des stabulations, par exemple, on va trouver des fortes concentrations en phosphate, qui sont des bons marqueurs. Pour chaque site archéologique sur lequel j'interviens, en général, mon temps d'étude va être compris entre 5 et 10 jours pour la phase terrain et 10 à 15 jours pour la phase étude et rendu de rapport. Le premier objectif de ma participation à l'étude du site archéologique va être sa mise en contexte. Dans quel milieu naturel on se situe? Est-ce qu'on se situe sur un plateau, un versant, une plaine alluviale? Est-ce qu'on se situe sur le littoral? Si on prend par exemple le site de Narbonne, il va falloir trouver les marqueurs et les spécialistes qui seront capables de me dire ici vous vous situez dans un milieu saumâtre et ici vous vous situez plutôt dans un milieu d'eau douce. Et donc grosso modo, est-ce qu'on est sur une baie, une lagune, un lac salé? Une fois que j'ai établi le contexte, je vais pouvoir amener le lecteur un peu plus loin et cette fois je vais lui raconter l'histoire sédimentaire du site à travers l'étude des différentes couches de terre que j'ai pu voir sur le terrain. Elles ne sont pas arrivées là par hasard, il faut donc définir pourquoi et comment. Dans un troisième temps, on va pouvoir discuter avec l'ensemble des équipes qui participent à la rédaction du rapport, c'est-à-dire les archéologues et tous les spécialistes de l'archéologie, également l'ensemble des paléoécologues, et essayer de construire le discours le plus précis et le plus cohérent. Il y a aussi